Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le prix Nobel de la paix 2018. Il est gynécologue et chirurgien. Il exerce en République démocratique du Congo au sein de l'hôpital de Panzi qu'il a créé pour soigner les femmes qui, dans les conflits armés de la région, sont victimes de viols de masse et de mutilations génitales. Il publie chez Gallimard La force des femmes, puisée dans la résilience pour réparer le monde. Vous pourrez dialoguer avec lui, évidemment, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Denis Mukwege, bonjour. 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 Et merci, Bonjour, Léa. merci d'être sur Inter ce matin pour évoquer ce livre nécessaire, souvent insoutenable, tant le sort fait aux femmes que vous soignez, tant les violences organisées, délibérées dont elles sont victimes défient l'entendement et l'idée même d'humanité. On croise le mal absolu dans ces pages, mais aussi, on le verra, le courage et la volonté de revivre. Vous qui avez été surnommé l'homme qui répare les femmes, vous revenez sur les grandes étapes de votre combat, sur les tentatives d'intimidation, d'assassinat dont vous avez été victime et sur la naissance de votre vocation de médecin. Commençons par là. Elle vous vient tout jeune, cette vocation, alors que vous parlez avec votre père, pasteur. Celui-ci visitait les pauvres et les malades et un jour vous lui demandez pourquoi il ne leur donne pas de médicaments. Que vous répond-il? En effet, mon père était pasteur et donc quand moi-même j'étais malade, non seulement il priait pour moi, mais il me donnait aussi les médicaments. Un jour, je l'accompagne et il prie pour un enfant qui allait très très mal. Et en fait, il s'arrête là. Et là, je suis surpris qu'il ne puisse pas faire la même chose pour cet enfant comme il fait pour moi. Et je pose la question, mon père qui me dit, je ne suis pas médecin. J'avais 8 ans et je ne suis pas médecin. Qu'est-ce que ça voulait dire? Puisque pour moi, mon père savait tout faire. Et donc, je dis à mon père, moi, je serai médecin. Comme ça, vous prierez pour les malades et moi, je les donnerai des médicaments. Un pacte complet. Voilà, il dit que vous feriez une bonne équipe. Voilà. Le pacte, donc à 8 ans, vous prenez cette décision, vous serez médecin. Ben oui, à 8 ans, je l'avais dit dans ma langue, sans savoir, ma langue c'est Munganga, et donc je ne savais pas ce que vraiment médecin ou infirmier ou chirurgien, tout ça s'était confondu. Soigné en tout cas. En fait. Denis Mukwege, après Nicolas, je veux dire combien votre livre est un coup de poing dans le ventre, un ébranlement, combien c'est les pages sans doute les plus fortes que j'ai lues depuis longtemps. Je tenais à vous le dire, parce que vraiment c'est un livre, à mon sens, très important. Mais revenons à votre parcours. Vous commencez par la pédiatrie, puis vous allez bifurquer vers la gynécologie. Vous avez fait vos études en Europe et en France. Vous auriez pu rester, vous auriez pu devenir un médecin en Europe, à Angers ou ailleurs. Mais c'était une impérieuse nécessité pour vous d'exercer en Afrique. Vous saviez que c'est là que vous deviez être? Absolument, puisque je crois que pour moi, c'était très important de pouvoir retourner en Afrique. D'abord, puisque quand je suis arrivé ici, la chose qui m'avait beaucoup étonné, c'était le nombre de médecins qu'on pouvait trouver dans un hôpital. Contrairement à mon pays où, lorsqu'on est médecin, c'est un médecin dans un village ou dans une région de plus de 100 000 personnes. Et c'est vrai, pour moi, c'est... Rester ici, ça serait être injuste par rapport à cette population qui m'a tout donné et qui attendait de moi. Donc, je viens ici et vraiment l'objectif était de retourner au Congo. En Afrique, au Congo. Alors votre vie, comme toutes les vies, elle a des pleins et des déliés. Vous êtes réfugié au Kenya, vous retournez au Congo et vous fondez l'hôpital dont je parlais, l'hôpital de Panzi à Bukavu. Et c'est là que vous êtes confronté au fléau qui va définir le reste de votre vie, les viols de masse que subissent les femmes congolaises en période de conflit. C'est non seulement le nombre de ces viols, vous citez le chiffre de l'UNICEF dans le livre de 400 000 viols, mais aussi leur violence extrême, des viols collectifs avec mutilation, blessures, brûlures. Avoir été confronté à cette violence-là, ça a bouleversé votre vie, on peut le dire comme ça. Absolument, mais je vais peut-être retourner à la question des Salamé. Quand je décide de faire la pédiatrie, c'était par rapport au pacte que j'avais avec mon père devant un enfant. Et donc, je fais ma thèse en pédiatrie, la vaccination des nouveau-nés contre l'hépatite virale B. Donc, c'était le premier essai en Afrique. Mais assez rapidement, quand je commence à travailler, je me rends compte que le plus grand problème en Afrique, c'est la mortalité maternelle.
Et c'est à ce moment-là que je prends la décision de me spécialiser en gynéco-obstétrique. J'arrive en France, je fais ma gynéco-obstétrique à Angers. Et après ma formation, je retourne au Congo. Pendant 14 ans, je crée des centres de santé avec l'appui des amis de France Kivu Angers et qui me suivent et que je salue. Donc, on crée des centres de santé pour soutenir les femmes. Et ça me donne vraiment l'espoir. Je vois que c'est possible de changer les choses et lutter contre la mortalité maternelle. Malheureusement, 14 ans après, il y a une guerre et mon hôpital est attaqué, mes malades sont tués, mais aussi le personnel qui était présent à l'hôpital. Et 2 ans après, je me dis, je dois quand même continuer à faire quelque chose. Et là, je commence l'hôpital de Panzi. Avec le même objectif, lutter contre la mortalité maternelle. Mais j'ai été surpris. La première patiente que je vais prendre en charge, elle n'était pas venue pour accoucher, mais plutôt, elle avait été violée avec une extrême violence. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça, de pareil, pendant toute ma carrière dans cette région. Et voilà, un nouveau tournant dans ma vie, donc de pédiatrie, obstétrique et chirurgie gynécologique. Voilà, chirurgie réparatrice. Voilà. Une des scènes les plus dures que vous avez vécues, c'est le témoignage d'une fillette de 12 ans, Vitoula, victime d'un viol collectif atroce. Vous écrivez, elle était frêle, elle avait les cheveux courts. Elle vous dit, j'ai hurlé et hurlé, ça faisait tellement mal. Je leur ai demandé d'avoir pitié de moi, je les ai suppliés. Et vous ajoutez que le dernier homme qui l'a violée lui a donné un coup de couteau dans l'appareil génital. Elle raconte son histoire, cette petite Vitoula de 12 ans, devant un général d'un tribunal militaire qui va s'effondrer en larmes avant de s'évanouir littéralement en entendant ce témoignage. Vous avez voulu montrer que parfois parler, ça fait changer les choses, que ce général, ce militaire qui s'effondre devant cette petite fille, qui s'évanouit littéralement, eh bien, quand on parle, ça peut quand même faire des chocs, des électrochocs. Absolument, je pense que dans la pratique du viol, et partout, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, le silence, c'est une arme absolue des bourreaux. Et le fait que les femmes sont tenues à garder silence, ça permet aux violeurs de continuer à commettre ces actes ignobles. Et je pense que la parole peut faire changer les choses. Cette petite fille frêle qui, en fait, était vulnérable, mais elle a parlé en général, mais avec un courage. Et la force de la parole a tout simplement fait écrouler un général qui était en pleurs, il s'est évanoui, on l'a transporté aux urgences pour le réanimer. Et je crois que ça montre aussi la vulnérabilité de nous tous. Parfois, nous pensons que les femmes sont plus vulnérables, mais finalement, nous tous, nous sommes vulnérables. Même les hommes. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette petite fille ? Malheureusement, je crois que ces petites filles, je l'avais soignée de sa plaie, elle est sortie guérie, elle est retournée dans son village. Et je crois que malheureusement, dans tous ces villages, la guerre continue et donc les viols continuent. Vous racontez, Denis Mukwege, la détresse de ces femmes qui se retrouvent abandonnées après par leurs proches, après les viols par leurs proches. Elles sont vues comme des êtres souillés, même coupables. Vous écrivez, quand mes patientes me disent « ils m'ont tué » au réveil d'une opération ou depuis leur lit de convalescence, ce qu'elles veulent dire, c'est qu'une part d'elles est morte, mais aussi qu'elles sont mortes aux yeux de leurs proches, des gens qu'elles aiment et de leur famille. Pour ces femmes-là que vous soignez, c'est donc la double peine et le malheur, peut-être pas infini, mais en tout cas le malheur familial après. Absolument. Lorsque le viol arrive pour ces femmes, malheureusement, elles sont rejetées par leurs familles. Souvent, les femmes mariées se retrouvent divorcées et la famille leur fait porter toute la responsabilité. Elles sont rejetées par la communauté. Elles deviennent des femmes de la honte de la famille. Et pour ces femmes, en fait, en les prenant en charge, assez rapidement, j'avais découvert que après avoir soigné les blessures physiques, ce n'était pas suffisant. Elles avaient des blessures psychologiques encore beaucoup plus profondes, d'être accusées pour une faute qu'elles n'ont pas
commises, mais être accusées tout simplement puisqu'elles ont été violées. Et leurs bourreaux, malheureusement, ils sont en liberté. Et vous avez créé une autre structure précisément sur ce sujet-là pour accompagner les femmes après les avoir soignées. Vous insistez, vous allez nous dire ce que vous entendez par là, sur la différence entre patiente, victime et survivante. Dites-nous. Absolument. Je crois que là, on entre dans le dialectique des mots, mais je crois que c'est très, très difficile. Mais nous, à Panzi, nous faisons vraiment ces différences, puisque les victimes, c'est souvent ces femmes qui arrivent à l'hôpital, qui pleurent, qui ne peuvent pas vous regarder, qui ont la honte et qui se sentent culpabilisées. Et effectivement, dans cet état, ce sont des femmes qui se sentent, qui sont victimes de ce qu'elles ont subi. Mais lorsqu'on commence à les soigner, elles deviennent nos patientes. Et lorsqu'elles deviennent capables de gérer, de pouvoir briser le silence, de pouvoir dire ce n'est pas de ma faute, elles sont capables d'affronter même leurs bourreaux, être capables de porter plainte et dire là, elles deviennent des survivantes et ce sont des femmes qui s'assument. Et vraiment, nous faisons cette différence. Et c'est ça votre métier, en fait, c'est de rendre les victimes survivantes, en fait. C'est de les accompagner pour qu'elles deviennent... pour qu'elles relèvent la tête. Absolument. À l'hôpital de Panzi, nous avons un protocole de prise en charge holistique qui n'est pas seulement la prise en charge médicale et chirurgicale, mais où nous associons également la prise en charge psychosociale, la prise en charge socio-économique, et psychosocial, tout simplement parce que quand elles arrivent, elles sont déprimées, elles sont complètement dans un état où on ne peut parfois pas même commencer à les soigner physiquement tellement elles sont mal sur le plan mental. Et lorsqu'elles sont bien physiquement et mentalement, en fait là, il faut les réinsérer dans une société parce qu'elles ont été rejetées, etc. Et donc, il faut les réinsérer dans la société. Et enfin, lorsqu'elles ont le courage d'aller en justice, affronter leurs bourreaux, elles deviennent des survivantes. Il y a une question qui vous consume, docteur Mukwege, qui vous hante et qu'on se pose souvent et qu'on vous pose souvent et à laquelle vous tentez de répondre dans ce livre. Pourquoi les hommes violent-ils et pourquoi ils violent avec cette violence-là ? Pourquoi ces hommes violent avec cette violence? C'est une question que moi-même je me posais. C'est une question que lorsqu'on voit ces blessures, lorsqu'on voit ces bébés avec des lésions indescriptibles, la grande question que moi-même je me posais, pourquoi ces hommes violent? Jusque le jour où j'ai rencontré un jeune qui lui-même avait été d'abord pris en otage, amené, forcé d'appartenir à un groupe armé et qui a subi tout simplement un lavage des cerveaux pour pouvoir faire tout ce qu'il a fait après dans sa vie. Et je pense que... Il a commencé par mutiler sa propre mère et violer des centaines de femmes. Et je crois que quand je parlais avec ces jeunes, je considérais que, en fait, les hommes qui l'ont entraîné, qui ont fait ces lavages des cerveaux, ce sont des lâches. Ils sont incapables de poser ces actes, mais ils utilisent les enfants pour pouvoir poser des actes ignobles. Mais vous écrivez sa réponse quand vous lui demandez à ce jeune homme qui a 20 ans, qui a fait toutes ces exactions, vous lui dites « Mais pourquoi cette sauvagerie ?» C'est-à-dire qu'il y a deux questions. Il y a pourquoi le viol et pourquoi le viol avec cette sauvagerie-là? Il vous répond « Quand on tranche la gorge d'une chèvre ou d'un poulet, on ne se pose pas de questions. Une femme, c'est pareil. On fait ce qu'on veut avec. » Effectivement, je pense que lorsqu'il m'avait donné cette réponse, j'étais effondré. Et il est vrai que j'ai commencé à comprendre que ces lavages de cerveau nécessitent absolument qu'un jour, il y ait un tribunal par rapport à ce qui s'est passé au Congo. Et je crois qu'aujourd'hui, quand j'apprends que ceux qui ont tué Sankara vont répondre de leurs actes, je me dis, la justice doit servir à quelque chose, puisque lorsque quelqu'un entraîne un enfant, l'apprend à faire des actes, où l'enfant répond, il dit...
lorsqu'on coupe la tête d'une chèvre, on n'a pas le sentiment qu'on est en train de tuer. Et on le fait la même chose avec un homme. Ça, c'est terrible. C'est terrible d'entendre ce type de témoignages. Oui. Et puis vous dites que vous la refusez d'ailleurs, l'explication qui consisterait à dire ces gens sont fous. Ou n'appartiennent pas au règne humain. Vous dites c'est trop simple, c'est trop confortable. Non, c'est trop simple. Je pense que c'est trop simple. Et c'est là où je crois qu'il faut arriver à la responsabilité. On ne peut pas donc traiter des gens de fous, puisque finalement, les commanditaires, ils sont bien installés à Kigali, à Kinshasa, à Kampala, et ils vivent une vie normale alors que la vie des femmes est complètement détruite. Et donc, on ne peut pas les traiter de fous. Ils doivent répondre de leurs actes devant des juridictions compétentes. Vous dites qu'il faut un changement d'éducation qui touche à la fois les hommes et les femmes, les pères et les mères. Combien de pères, dites-vous, parlent du consentement à leur fils? Et quant aux mères, vous dites que le changement culturel doit aussi venir d'elles, celles qui ne veulent pas envoyer leurs filles à l'école et qui traitent leurs fils comme des petits princes ou des petits rois. Et vous dites que ce comportement précis, là, c'est sans doute une manière de compenser le fait d'être des citoyennes de seconde zone. Quelque chose de compensatoire. Expliquez-nous. Écoutez, je ne pense pas que les femmes, lorsqu'elles mettent leurs garçons au piédestal, ou lorsqu'ils veulent que leurs garçons soient forts, qu'ils ne pleurent pas, que ça soit le type de masculinité, en fait, qui est une masculinité dangereuse. Dans le livre, j'explique très bien que la masculinité, elle est acquise. Donc, l'enfant, on l'apprend comment il doit se comporter pour être un garçon. Mais après, on est étonné qu'il fasse ça et que finalement, il aille même au-delà de ce qu'on attendait. Et parfois, quand on voit... Moi, je suis gynécologue, obstétricien. Je vois des femmes qui pleurent dans mon bureau puisque on leur annonce tout simplement qu'elles vont avoir une fille alors que ce sont des femmes. Et c'est vrai que lorsque vous voyez ce qui se passe en Chine, en Inde, où il y a un infanticide, où le garçon, avant que le garçon naisse, par exemple, on a enlevé 3-4 grossesses de filles. Bon, que devient le garçon qui naît après 3 avortements? Et lorsqu'il apprend que en fait, sa mère a avorté 3 fois avant qu'il lui naisse, certainement que ce garçon considère qu'il n'est pas comme les petites filles. Et donc, pour moi, c'est très important d'axer l'effort sur l'éducation. La masculinité positive, vous dites. Absolument. Alors, on va passer par le standard où nous attend Marie pour commencer. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On vous écoute. Ah ben, on entend un enfant. Voilà. Et on entend un enfant, pardon. effectivement. Non, pas pardon. Au contraire. Je voulais juste dire tout mon respect que j'ai pour monsieur. J'ai connu son histoire et l'histoire du Congo via une BD qui a été faite sur lui et sur les souffrances liées aux guerres du Congo. Et grâce à ça, je n'achète pas, je résiste pour acheter des ordinateurs, des tablettes, des téléphones. Parce qu'une grosse partie des extractions des métaux précieux sont faites au Congo. Les guerres sont liées à ça, à ces richesses. Et ces violences faites aux femmes sont liées à tout ce bazar, tout ce bordel. Et à chaque fois que quelqu'un me dit « prends un téléphone, un smartphone ou quoi ou qu'est-ce », je pense à cette histoire et je me dis non, par respect pour toutes ces femmes et pour tout le personnel avec qui je prends de téléphone. Voilà. Merci Marie pour cette question, ce témoignage qu'on transmet à Denis Mukwege. Eh bien, effectivement, merci madame pour votre témoignage. Je crois qu'il y a plusieurs façons de pouvoir décourager ce type d'atrocités, puisque en fait la guerre en République démocratique du Congo, c'est une guerre économique. Et madame le dit très bien, le fait que nous ayons des terres rares, le coltan, tungstène, tantal, cobalt, c'est en fait ça qui nous attire tous ces malheurs. Au standard, Marie également. Bonjour Marie, bienvenue. Oui, bonjour France Inter, bonjour docteur Mukwege. Bonjour madame. Je commence d'abord par vous encourager vraiment parce que ça fait de très nombreuses années que je suis votre combat. Je connais très bien la région donc, du Congo, du Rwanda.
où les femmes ont vraiment payé un lourd tribut ces dernières années. Donc moi, ma question, elle est toute simple, c'est comment faire si on veut vous aider, aider notamment concrètement l'hôpital Panzi, financièrement par exemple. Merci Marie pour cette question qui revient beaucoup sur l'application de France Inter également. Denis Mukwege, comment aider ? Nous avons une fondation en Europe qui s'appelle Fondation Denis Mukwege, basée en Hollande. Et par cette fondation, vous pouvez faire parvenir vos aides en indiquant tout simplement que c'est l'aide pour les victimes de violences sexuelles. Merci. Est-ce que le prix Nobel a changé quelque chose ? Votre prix Nobel que vous avez reçu en 2018, est-ce que ça a changé quelque chose ou pas assez ? Le prix Nobel, pour moi, avait suscité beaucoup d'espoir, puisque je me disais, en fait, le monde connaît. Si j'ai eu le prix Nobel, c'est que le monde est informé. Personne ne pourra dire, je ne savais pas. Malheureusement, j'ai l'impression que ça ne va pas assez vite. Mais je dois dire qu'il y a quand même des succès d'étape. On a pu, depuis le prix Nobel, par exemple, il y a eu la résolution 2467 des Nations Unies qui donne aux femmes la prise en charge qui est centrée sur la victime et la reconnaissance des enfants nés issus du viol. Oui, mais je pense que ce sont des progrès d'étape. Mais vous continuez à soigner les femmes victimes de violences et d'exactions atroces. Malheureusement. Ça ne s'est pas arrêté depuis le prix Nobel. Et des bébés. Ça continue malheureusement. Le livre se termine par cette phrase « Je crois en la force des femmes ». Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là. Lorsque je vois l'état dans lequel les femmes arrivent à l'hôpital, avec des blessures graves, des humiliations qu'elles ont subies, rejetées par tout le monde dans leur communauté, et après les avoir soignées, cette capacité de transformation de la peine en pouvoir, ces femmes deviennent de véritables leaders communautaires qui se battent non seulement pour leurs droits, mais elles se battent pour le droit de leurs enfants. Pour moi, c'est très impressionnant de voir cette capacité de transformation. J'ai eu à soigner aussi les hommes et je crois que cette transformation chez les hommes ne se fait pas de la même façon. Lorsqu'un homme est humilié, la tendance suicidaire est beaucoup plus grande que lorsque ça arrive à une femme. Les femmes se donnent toujours une raison d'une nouvelle vie, une d'espérer, de résilience. Vous êtes croyant, Denis Mukwege, votre père était pasteur, vous-même vous êtes pasteur d'une petite église. Avec tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vécu, vous avez réussi à garder la foi ? Vous n'avez pas été ébranlé dans votre foi ? Non, pas du tout. Pas du tout, puisque moi, je crois à un Dieu qui nous donne la liberté de choisir. Et je crois que l'homme, il est bon, mais il peut choisir de faire le bien ou de faire le mal. Et lorsque les gens choisissent de faire le mal, ce n'est pas la faute de Dieu. Il faut absolument faire changer plutôt cette attitude et faire de mauvais choix. Et je peux vous dire, la guerre qui se passe au Congo aujourd'hui, les guerres se sont passées en Europe. Quand on voit l'histoire de la France et de l'Allemagne, ils se sont battus pendant des siècles. Et un jour, après 1945, ils ont décidé de faire le bien. Et aujourd'hui, ils sont en train de construire l'Europe qui donne l'espoir à plusieurs personnes. Donc je pense qu'il faut absolument que l'homme puisse prendre la responsabilité de ses actes. Je voudrais laisser le mot de la fin à une auditrice de France Inter, Géraldine. Voilà ce qu'elle nous écrit sur l'application. Juste un petit message pour vous dire merci. Merci pour toutes les femmes. Vous êtes un grand homme. Je vous admire depuis des années. Je suis infirmière. J'aimerais un jour travailler à vos côtés. Et elle termine. Prenez soin de vous. Merci Géraldine. Prenez soin de vous, Denis Mukwege. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Nicolas. Merci Léa. Salamé, comme vous dites. Merci Salamé. On était très heureux avec Salamé de vous recevoir. Et votre livre est bouleversant. La force des femmes, Denis Mukwege, publié chez Gallimard. Merci encore.